beaucoup d'être venu. On avait déjà enregistré un podcast l'année dernière qui n'était pas sorti. Ouais, c'est vrai, ouais. On avait déjà fait ça pendant 1 heure ou 2 heures dans le 20e. Ouais, je me souviens je trouve qu'on avait un peu trop bu. Du coup. Ouais, c'était bien. Après, j'ai réécouté le podcast. On buvait, c'était genre 4-5 bières, je crois. On avait terminé, je sais pas. Mais c'était beaucoup, ouais, mais c'était cool. Je me souviens plus du tout de ce qu'on avait parlé. Non, donc, tant mieux, comme ça, le vrai podcast qui va vraiment sortir, on va répéter les mêmes choses. Donc c'était il y a 1 an et depuis on s'est pas trop recroisés parce qu'il y a eu la guerre et il y a eu 2 guerres. Il y a eu la guerre de la naissance de ma petite et la guerre du Covid, et donc du coup tout ça combiné. Bah c'est ça. Alors déjà là on peut déjà dire tu viens de rescaper du Covid, c'est ça? Ouais, c'est ça. On Ouais. a semblé comprendre. Ouais, c'est. Les bruits font. C'était pas hyper fun, ouais. C'était. Ouais. Bah, c'est sûr que je l'ai chopé dans un comedy club quelque part parce que voilà, depuis plusieurs semaines, début septembre, j'étais. Ça faisait, je crois, presque 1 an que j'avais pas fait de plateau, parce que je bossais sur mon spectacle que je faisais plusieurs fois par semaine, et donc du coup c'est un peu compliqué de justifier à ma femme de genre je suis déjà sorti 3 fois par semaine, 3 soirs par semaine pour mon spectacle, tiens je vais faire 10 minutes un autre jour, enfin tu sais, donc j'avais pas fait de plateau, et comme mon spectacle il recommence en octobre, enfin je sais pas quand ça sort ce truc là, mais ça se trouve qu'il a déjà recommencé, mais je sais pas encore. je sais pas. Du coup j'ai recommencé à faire les plateaux pendant quelques semaines début septembre, et il y a 2 semaines, j'ai commencé à avoir la fièvre et tout ça. Et puis, je me dis, oh, here it comes. Et ça a duré une bonne semaine où j'étais collé. Enfin, je ne pouvais plus bouger, c'était horrible. Bah tu vois bien dans quel. C'est-à-dire que tu te retrouves dans des loges minuscules où on est 5 humoristes dans 1 mètre carré. Ensuite, tu joues dans des salles où les gens ils n'ont pas forcément des masques, où l'air il n'est pas forcément renouvelé et tout. Donc, c'est ça. Et en plus, il y a le public qui rentre, qui sort. Toi aussi, tu ne restes pas dans les loges, tu sors, comme tu bois une bière en même temps, bah t'as pas le enfin c'est un enfer. On joue tous avec le même micro. On se parle, donc moi je bois une bière, les postillons ils arrivent dans la bière. Et non, on sait jamais, mais bon, est-ce qu'on aurait vraiment pu empêcher ça, genre de faire en sorte que les gens ressortent? Non, je crois pas. Après, il y a des gens j'ai un pote, une amie d'une amie qui l'a eu, mais qui a été testée positive, mais même pas le nez qui coule, rien. Et moi, c'était. Tu l'as refilé à toute ta famille du coup ou pas? Non, c'est ça qui est bizarre. C'est ça que je comprends pas aussi, parce que quand tu es testé positif, en fait, tu as la sécu sociale qui t'appelle tous les jours pour savoir si tu restes chez toi, en fait. Et ils te disent, genre, quand tu vas aux toilettes, il faut désinfecter les toilettes après. Faut pas dormir dans la même chambre que d'autres gens. Il faut manger différemment. On n'a rien changé avec. Ils t'appellent tous les jours pour te dire ça ou pas? Est-ce qu'ils t'appellent tous les jours pour te dire ça? Ils t'appellent tous les jours pour vérifier que tu sors pas, et que pour le reste de ta famille ou les gens qui tu côtoies, enfin avec qui tu habites. Mais nous, on n'a rien changé. On a dormi dans le même lit. Enfin, on n'a rien changé. À part que on n'a pas bu dans le même verre parce qu'on sait jamais quel verre d'eau est à qui. Là, on a fait plus attention, mais à part ça, rien. Et elle a été testée négative, ma femme. Donc, du coup, soit elle l'a déjà eu et on n'était pas au courant, ou tout ce qui se passe avec les masques, c'est de la merde. Parce que si tu peux dormir dans la même pièce que quelqu'un et cette personne n'attrape pas le truc, tandis que toi tu l'as, c'est bizarre. Dans le même lit, c'est ça? Ouais, dans le même lit, rien. Donc il y a ta bouche au Covid qui fait et elle est là et donc là elle a rien attrapé. Peut-être qu'elle l'avait déjà eu, je sais pas. Je crois que pour moi c'est la seule qu'est-ce que j'allais dire, la seule option viable. Qu'elle l'a déjà eu, mais qu'elle n'a pas été affectée par. Parce que sinon, c'est très bizarre. Parce que ce serait drôle si elle fait le test, comment ça s'appelle là, de sérologique, là, où il y a un test où tu peux savoir si tu l'as eu à un moment donné. D'accord. Et si ça revient négatif, là, je dis, les masques, c'est de la merde, en fait. C'est plus une mesure où... Je crois, c'est juste pour montrer qu'on fait quelque chose, parce que sinon... Sinon, on va leur dire qu'ils n'ont rien fait, tu vois. C'est ça. Mais c'est une situation impossible pour tout le monde, pour tous les gouvernements partout dans le monde, parce que soit ils font rien, tout reste ouvert et l'économie est bien, mais des gens ils sont morts, et donc ils disent pourquoi vous avez rien fait, et s'ils font trop, pourquoi vous faites trop? Enfin, à un moment donné, tu peux pas gagner. Et toi, du coup, ça t'a niqué ta tournée ou pas? Pas ton Covid à toi, mais le virus, quoi. Les deux, ouais. Enfin, j'étais en pleine tournée au mois de mars. J'ai plus de son là sur.
T'as plus de son? Non, c'est bon, c'est revenu. C'est bon. Le mois de mars, c'était le gros mois en fait de tournée que j'ai fait. J'ai réussi à faire 3 ou 4 dates avant que ça parte, et puis après tout a été repoussé quasiment tout à l'année prochaine. Mais il y avait certaines dates qui ont été repoussées à maintenant là. Donc normalement. Donc là, tu repars en tournée alors? Oui et non. J'ai 3 dates. J'ai Nantes, Dijon et Genève. Mais le problème, c'est que comme à la base ces dates-là étaient complètes, bah maintenant il y a des villes que tu peux pas être jauge complète. Donc c'est quoi, c'est 70%, un truc comme ça? Ouais, donc du coup, soit ça va être reporté, soit genre Nantes, il y a 2 salles, il y a une salle de 800 places et une salle de 2000 places. Ouais. Donc en fait, on va jouer dans la salle de 2000 places, mais avec un public de 800. Donc ça va être bizarre. Bon, j'ai l'habitude. Mais ouais, je sais pas, c'est chiant en fait. En fait, ce qui est hyper chiant, c'est que nous, on nous laisse pas jouer dans des théâtres où les gens ils sont obligés de mettre des masques. Mais juste à côté, tu as un restaurant où les gens ils sont en face, ils peuvent être 10 autour de la même table en train de se cracher dessus parce que ils boivent et ils mangent, donc ils n'ont pas de masque. Donc je comprends pas la logique en fait. Non, bah je pense que tout le monde est très confus. Mais Puis après les restos maintenant ils pleurent. Oh, on ferme à 22h, ta gueule. Nous on n'a pas ouvert encore, donc. J'ai un métier qui n'existe plus en fait, j'ai l'impression. Ouais. C'est genre ah merde. Ça fait 8 ans que je fais du stand-up. Ouais, c'est pour ça que tu te mets au podcast. Bah oui, c'est fini. Donc on est dans une cave et puis bon bah voilà, en direct de la guerre. Ouais. Mais non, moi je suis assez content d'avoir aucun engagement pris avant le Covid. Bah, c'est surtout chiant pour le public, je trouve, parce que après je vais voir. On était complet à Nantes, donc il y avait 800 billets de vendus. Ouais. Je crois qu'il y a eu quelques gens qui ont fait rembourser le truc, et on a revendu ces places-là. Mais combien des 800 à la base qui étaient censés venir en mars vont se souvenir que la date c'est le 4 octobre? Donc eux ils perdent de l'argent. Je reçois des messages tout le temps que les gens ils ont pas pu être remboursés parce que la Fnac je sais pas trop quoi, et c'est une histoire entre la billetterie et le promoteur. Donc moi c'est plutôt l'expérience client entre guillemets qui me fait chier. Moi ça va, ça m'a manqué la scène et tout ça, et j'ai pas bossé pendant 6 mois, mais j'ai fait des trucs à part. J'ai commencé un live sur YouTube, je me suis occupé, et puis j'étais plus à la maison pour aider ma femme avec ma fille et tout ça. Donc c'est pas, il y a des gens dans des situations beaucoup plus pires que moi, mais c'est plus, moi ça me fait chier pour le public, surtout si tu dois décaler une 2e fois la date. C'est un enfer. Oui, parce que tu peux pas vraiment l'annuler, c'est ça? Bah non, tu peux pas, parce que tu perds plein de l'argent en fait. En fait, si tu annules, tu payes la location de la salle, qui, dépendant de la salle, coûte plusieurs milliers d'euros. Ça va aller, mais si c'est annulé par le Covid, il y a les assurances qui jouent, et puis si c'est reporté aussi, en fait tu décales tout. Non, je pense que ça va être peut-être 2 années un peu compliquées pour le monde du spectacle. De toute façon, il va pas disparaître. Hein, c'est pas comme si. Le milieu de la musique a déjà, pas forcément dans les concerts, mais dans la musique enregistrée, il y a déjà eu moins de 10 ans de catastrophes, et c'est remonté. Après, c'était pour évidemment d'autres raisons. Oui, Plus la technologie qui avait juste tout changé. Mais du moment ça ne disparaît pas, quoi. Tu vois. C'est ça. Là, en Angleterre, ils font la tournée des parkings. Ah, mais ils font ça aussi aux États-Unis, non? Ils font dans les rooftops ou j'ai vu des trucs assez stylés aux États-Unis, et puis en Angleterre, c'est plus les parkings de supermarchés. Genre, ils installent une scène, et puis t'arrives en voiture en fait, et je crois que tu te branches avec la radio à une fréquence, et en fait t'entends. Ah, mais ils font ça, c'est des drive-by, c'est-à-dire que comme les gens que quand tu vas. Genre tu restes dans ta voiture et tu regardes un film en extérieur. C'est exactement ça, ouais. Et genre apparemment t'es censé genre klaxonner quand c'est marrant. Tu klaxonnes, ou je crois que tu fais un appel de phare ou un truc comme ça quand t'aimes bien ou quand c'est drôle, je sais pas. Ça demande un degré de passion pour le stand-up que je sais pas si j'ai ça. Tu sais, pendant le quand il y avait rien de rouvert, je voyais des stories ou des vidéos de collègues à moi qui jouaient genre sur des quais de scène avec genre un petit ampli, un micro branché dans l'ampli, et tout ce que je fais. Putain, il y a du courage. Parce qu'en plus, en plein air, t'entends pas vraiment. Tu sais, les rires, ils vont pas vers toi, il n'y a pas vraiment d'ambiance. En plus, ils ont des masques. Le plein air, il n'y a rien de pire que jouer en plein air. Mais il y en a plein qui font ça et qui rechignent pas. Donc, soit c'est moi qui suis une diva, soit c'est eux qui ont vraiment un feu sacré que je n'ai pas. Quoi. Ça fait quoi, 7-8 ans que tu fais ça? 9 ans peut-être?
Ouais, mais tu vois, à New York. Évidemment, t'as la flemme de faire les plans de merde. Ouais, regarde les New Yorkais qui commencent à marcher bien là-bas, genre Mark Norman ou ces mecs-là. Ouais. Eux, ils ont directement refait tous les spectacles possibles. C'est-à-dire qu'ils sont allés jouer dans des parkings, dans des. Ouais, peut-être. Moi, ça me fait un peu chier. Moi, je suis J'ai pas pareil. signé pour ça, en fait. Ouais. C'est déjà difficile quand toutes les conditions sont réunies. C'est ça. Si en plus, Moi, ça me refait penser au tout début, genre en 2013, ouais. quand j'ai commencé. Puis on a commencé, je crois, plus ou moins en même temps. Mais Absolument. quand on faisait des petites scènes au-dessus d'une pizzeria ou un autre truc où il n'y avait pas de micro, et puis c'était horrible. Et genre, moi, j'avais fait ça pendant 3 ans, et ensuite, ça a commencé à un moment donné à bien marcher, et j'avais accès à des scènes avec un meilleur créneau horaire, pas 18h au Labo du Rire au Paname, mais les 20h, et donc avec un public. Et ouais, en fait, tu t'y habitues. Tu dis, ah ok, c'est cool, je suis habitué maintenant à jouer. Et là, les gens qui commencent maintenant, ils ont tellement de chance qu'il n'y a pas. Tous les plateaux que j'ai faits, ou que je vois sur les réseaux, etc., ils ont l'air bien, avec beaucoup de monde, et au moins un micro qui fonctionne, des lumières qui fonctionnent. Il y a même des open mic où c'est plus des gens avec il n'y a plus de perruques. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, moi je présentais à un open mic dans un truc qui n'existe plus qui s'appelait le Saut Gymnase, qui était le grenier du théâtre du Gymnase à Paris. Ouais. Et c'était scène ouverte. En plus, je mettais pas trop la lumière pour que les gens terminent, donc j'ai laissé un peu faire long, juste par plaisir malsain. Et parce que maintenant, tu vas voir un micro ouvert, c'est que des gens qui débutent et qui ont écrit des blagues. Et puis, bon, des fois, elles sont drôles, des fois, elles sont pas drôles, et puis c'est pas grave. Celui que je présentais en 2013-14, c'était. Des fois, tu regardais, tu dis, mais c'est quoi? Tu sais, genre, c'est pas du stand-up, c'est pas du sketch. Le mec, il a une perruque, il crache des tucs. J'avais vu un gars, je sais pas, il avait pris plein de tucs dans sa bouche et il les avait mâchés, il les avait recrachés par terre. Et tu sais, en fait, qu'est-ce que tu fais, c'est ça, c'est des vraies scènes ouvertes, ouvertes à tout, quoi. C'est pas des scènes ouvertes de stand-up, c'était des scènes ouvertes de tout et n'importe quoi. Et puis je crois que là, surtout sur Paris, ça commence à aller. Enfin, le stand-up est vraiment devenu un truc. Je crois que c'est un peu grâce à Netflix qu'on a accès à du vrai stand-up, entre guillemets, facilement. Et aussi que depuis plusieurs années, les Montreux Comedy Festival sur YouTube, c'est du stand-up qui ressort. C'est pas... il y a 10 ans, c'était des gens en perruque sur ces festivals-là qui sortaient, qui faisaient... c'était un autre style d'humour. Et du coup, je crois que ça va mieux pour les gens qui... Enfin, ça va mieux, oui et non, dans le sens où... ça va mieux parce que le public sait à quoi pourquoi il vient, et les conditions techniques sont mieux que nous quand on a commencé. Sauf que le truc plus difficile, c'est qu'il y a tellement de gens maintenant qui commencent que c'est plus difficile, entre guillemets, de gagner du respect dans le milieu, de percer, que nous à notre époque. Parce qu'on était 12. Mais en fait, c'était aussi une histoire de timing. Peut-être que ça va se reproduire encore. Moi, je sais que avant que j'arrive, il se passait des trucs et qui se passaient plus. Enfin, c'est-à-dire que t'avais la génération de Bref qui avait commencé avant. Mais en fait, moi, quand je suis arrivé, c'était 2012. Et en fait, ils avaient tous un peu disparu des plateaux et commençaient à bien marcher, à partir en tournée, à faire leur spectacle. Ce qui a laissé un no man's land total. En fait, il restait plus que... Je croisais encore Seb Melia, il y avait Yacine Bellos de temps en temps. Tu voyais Kian que j'en dis de temps en temps qui passait tester des blagues, mais globalement, putain, il y avait de la place, quoi. Tu vois, j'ai pas trop galéré à trouver des plans. Bon, la première année peut-être, mais j'étais vraiment... Déjà, il n'y a pas grand-chose et j'étais à chier. Mais c'est vrai que... c'était vraiment genre, tu sentais qu'on arrivait après une bataille et qu'il fallait repartir un peu... et c'est là qu'on s'est croisés. En vrai, c'est ça. En vrai, si t'arrivais à faire rire... sur tes 10 minutes, t'arrivais à faire rire 50% du temps, tu te faisais rappeler direct. Parce que t'avais, je sais pas, je crois que moi, dans mon souvenir, avant, entre 2013 et 2016, là où j'ai vraiment fait beaucoup de plateaux avant de commencer mon premier spectacle, je dirais qu'il y avait 10 scènes, il y avait 10 plateaux, quoi. Total. Et c'était pas 10 par jour, c'était 10... il y avait le Paname évidemment qui tournait, le Saut Gymnase c'était une fois par semaine je crois le truc, il y avait la rigolade dans un bar avec un pan ça existe sur il y avait même il y avait un truc, on jouait dans une pizzeria à un moment genre, qui s'appelait Le Rendez-vous
Et il y avait 2-3 bars random que Alex Nguyen organisait. Mais ça, c'est des trucs, en fait, ça existe encore. Et c'est juste qu'il y en a plus et que c'est un peu mieux géré. Ouais. Et ce monde-là, tu peux encore faire ces plateaux-là, mais il y a plus d'humoristes, ils sont déjà un peu plus motivés, ils ont écrit des blagues. Moi, à l'époque, c'était dark. Moi, je me souviens, c'était vraiment genre. Je sais pas si c'était parce que c'était aussi un peu en hiver et tout, mais moi, j'ai un souvenir où c'était genre. On allait jouer devant 2 personnes dans l'hiver à Pigalle. Et c'est là que. Bah, moi, ça fait repenser à j'ai toujours chez moi, j'ai encadré le 1,20 €. Ouais. La première fois que j'ai touché de l'argent en tant que stand-upper, où je me suis dit, ça y est, je suis pro. C'est pas vrai, c'est juste que je me dis, ça, si je continue ça va être un bon souvenir à avoir. Donc l'euro 20, il est encadré chez moi. Et c'était dans une soirée qui s'appelait Calamity Joke. Ouais, j'en ai parlé avec Tania. Dans un Tania. bar qui s'appelle Calamity Jane, je crois. Et il y avait moi, toi, Tania Dutel. Ouais, exact. Je crois que c'était présenté par Franck Brusset. Exact. Non, c'était Tania Dutel qui présentait. C'était Tania qui présentait. Donc il y avait Franck, moi, toi, elle et il y avait une. Non, je crois qu'on était soit 4 ou 5 et le mec, ils étaient 5 mecs. Ouais. C'était un dance floor. Et en fait, c'est comme si tu imagines une boîte de nuit avec un dance floor. Limite, ils n'ont pas éteint les lumières qui font du bruit par terre, tu vois. Et on avait un micro, on n'avait pas besoin de micro. Micro de karaoké sans fil, comme ça, genre bonsoir. Et trop de basse dans le son. C'est ça, tu prends un dance floor de boîte, tu mets 2 tables qui nous regardent comme ça, genre vénère. Ah, c'était horrible. Et il y avait les deux femmes qui géraient le bar. C'est un bar lesbienne, un bar lesbien. Lesbien, ouais. Et du coup, tu montes sur scène, tu fais tes blagues et personne rigole. Parce que les 5 mecs qui se connaissaient, il y avait un mec qui s'est fait larguer. Et donc, du coup, ils ont décidé de sortir. Et donc, du coup, tu es en train de manger une merde monumentale sur scène. Et tu vois les 2 nanas derrière le bar qui sont là. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ouais, parce que moi, j'ai un souvenir que c'était les seuls qui rigolaient à mes blagues. Ah ouais, pas moi. Je dois pas être très inclusif parce que je racontais la bise. C'était un moment où je faisais la bise et tout ça sur scène. Et ils ont lâché 5 balles, donc 1 € chacun. Ouais. On a divisé ça entre. Je suis nul en maths, 1,20 € fois. 5 divisé par 1,20 €, c'est quoi? Oula, mon cerveau va exploser. 5 divisé par. Jesus Christ. Attends, 5 € divisé par 1 €. Oh, Jesus Christ. 5 divisé. Attends, on s'en bat les couilles, Paul, de ton histoire. Il y a des gens qui écoutent qui savent déjà parce que. Ouais. Bref, on a divisé un truc. Bref, j'ai 1,20 €. Et ça, c'était vraiment mais ça se passait, je dirais, 1 fois sur 2. Les soirées étaient comme ça à cette époque-là. C'était un peu difficile, moi je me souviens. Justement, l'open mic dont je t'ai parlé, je crois que c'est là que je t'ai rencontré. C'était en 2013. Et je crois qu'à l'époque, tu bossais encore chez Apple. Ouais. Et t'avais la bise, hein, c'est ça? Tu faisais le sketch de la bise? Sûrement, ouais, peut-être. T'avais encore. Je pense que c'était plus vraiment habillé comme ça systématiquement, mais c'était là, à l'époque, c'était vraiment genre. Chemise blanche, cravate noire. Ouais, c'est ça, cravate noire. Et c'est marrant. Comme un putain de mormon, quoi. Parce que dans ce podcast, dans cet open mic, c'était vraiment donc perruque, des gens qui dansent, des numéros. Alors, j'ai une bande son, alors tu vois là. Là, je dis saucisson, donc tu lances Lady Gaga à 5 minutes 30. Et j'ai vu toi arriver. Et je crois qu'à l'époque, tu commences. Attends, est-ce que tu commences? Ouais, tu commençais avec un accent british, c'est ça? C'est ça, ouais. Et au milieu, tu disais, bon, je vais arrêter avec cet accent de merde. Mais je me souviens surtout que tu criais beaucoup de trucs sur. Tu parlais, je sais plus, It makes me shit! Oui, ouais. Et j'avais dit, on dirait en gros un mec intelligent qui parle de caca. C'était comme ça que j'avais vu le truc à l'époque, tu vois. Genre, voilà ce qu'il nous faut. Ouais. Un mec qui bosse chez Apple, mais qui veut dire des horreurs, tu vois. Ouais. C'est ça qui était marrant. C'est drôle, j'avais jamais pensé à ça comme ça, mais ouais, effectivement, c'était exactement ça. C'était, tu te souviens bien de ce moment-là. Ouais, c'était, oh là là. D'ailleurs, tu serrais la main à tout le monde, ce qui n'arrivera plus jamais, je pense. Oui, je serrais la main à tout le monde, je fais la bise à tout le monde dans le public. Ouais. Dans les yeux! Non, c'est ça, tu te mettais à crier des fois. Ouais. Et déjà, ça marchait très très bien à l'époque. Au début, j'ai galéré. Au début, c'était nul parce que déjà le français c'est pas ma langue maternelle, donc du coup déjà je suis toujours pas à l'aise en français sur scène. Mais tout au début, je parlais comme ça et puis je racontais ce que je racontais en anglais. J'avais commencé en anglais. Ouais. Ici. Je crois que c'est là où on s'est rencontrés, sur un plateau anglais. Et
Et donc, je faisais les mêmes blagues en français, sauf que ça passait pas du tout parce que il y avait un problème de crédibilité de qui j'étais, en fait. Dans le sens où, quand je monte sur scène et il y a 12 inconnus qui me regardent et je commence à parler, c'est pas tout de suite évident que je suis anglais. Bah, surtout si tu commences, si tu commences éventuellement. Non, tu commençais avec l'accent. Non, pas tout de suite. Je dirais les premières 50 fois que je suis monté sur scène en français, j'avais pas trouvé ce truc-là encore. Et donc, je montais, salut, je m'appelle Paul, je suis anglais, et puis voici les trucs que j'ai racontés. C'était avant que je te rencontre, ça, peut-être. Et ça rigolait pas. Tout le monde s'en foutait parce que c'était genre, mais t'es pas anglais en fait. Ta gueule. T'es qui en fait? Qu'est-ce que c'est? Et c'est après ça qu'à un moment donné où j'ai commencé à ajouter un faux accent au début pour avoir cette crédibilité de je suis anglais. Donc, bonjour, bonjour, fuck you. Je disais quelques phrases en anglais comme ça, les gens ils font ah ouais, c'est pas juste un français qui se la raconte, c'est un vrai anglais. Et fuck you. Ouais, c'est ça. Hello, fuck you. Et ça rigole et ça fonctionne. Et après, j'ai fait le truc de je change mon accent. Et après, souvent, à partir de là, c'était le bâtard, il nous a eu. Et après, les gens étaient prêts à écouter les autres trucs que j'avais à raconter. Et après, une fois que j'ai fait ça plusieurs fois, ça a été télévisé. J'avais fait le Marrakech du Rire et Montreux avec ce sketch-là. Ah, mais moi, je trouvais que tu avais même eu un buzz avant avec juste une vidéo que tu avais tournée un peu rapidement. Genre, déjà, tu avais fait une vidéo un peu, genre, limite pilote, c'est épisode 0. C'était la bise dans le Paname, je crois. Ouais. Déjà, ça avait très bien marché, ça, il me semble. Ouais, ça avait hyper bien marché. Est-ce que c'était peut-être pas à ce moment-là que. Non, c'est quasiment à ce moment-là où j'avais arrêté l'accent. Ouais. Parce que je me suis dit, les gens, ils savent qui je suis. S'ils viennent voir du stand-up, ils ont vu la vidéo, donc ils savent que je suis anglais, donc j'ai pas besoin de cette crédibilité-là. Mais figure-toi que même maintenant, là, les dernières semaines où je faisais des plateaux, je suis pas, dans la salle, il y a 70% qui ne me connaissent pas. Ouais. Et je suis toujours obligé de set up le fait. Je fais plus l'accent, mais je fais une intro de 3-4 minutes qui explique qui je suis et pourquoi je parle bien français et que je fais des fautes quand même. Et voilà. Et ensuite, je peux passer à autre chose. J'ai exactement le même problème en anglais, en fait. Parce que apparemment, ça servait à rien d'apprendre à vraiment bien parler une langue avec genre le son qu'il faut et tout, parce qu'en fait, les gens, même les Américains, ils te regardent, genre, c'est bizarre. Ça fonctionne. C'est pas un bon truc à voir si tu parles la langue. En plus, tu fais des fautes. Si tu fais du stand-up, parce que du coup, là, il faut tout. Après, c'est sûr que si mon niveau de français n'était pas aussi bon qu'il est, j'aurais jamais pu, je crois, faire un spectacle qui a aussi bien fonctionné en France. Ouais. Parce que je crois que les Français ont un peu la flemme d'écouter un accent pendant 1h30. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont la flemme de... Ouais. Mais la VF, c'est à cause de la VF, ça. Ils veulent juste entendre des gens qui ont des voix qu'ils connaissent. Mais je veux dire un accent quand on parle français, tu vois. Si je parlais comme ça vraiment toute la journée en anglais... Oh, il nous casse les couilles avec son accent de merde. 7 minutes, c'est gérable. Mais 1 heure, tu fais... bon, ok. Et puis de toute façon, tu vas pas te forcer à parler comme ça serait ridicule. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, Seb Marx, notre pote, du coup, je crois qu'il lui, des fois, il galère avec le spectacle parce que les gens, en fait, j'ai eu juste le retour de 2-3 personnes que je connaissais qui sont francophones qui ont dit ouais, j'adore ça, mais c'est juste ça me fatigue d'écouter un accent. Donc, je crois que c'est quand même bien dans notre cas d'avoir un accent que les gens je sais pas, je raconte de la merde là, je sais plus ce que je raconte. Non, c'est très intéressant. Je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est de la théorie, moi je sais pas. De toute façon, je peux pas faire semblant de quoi que ce soit, toi non plus, tu vois. Mais ça m'énerve un peu parce que je sais pas, j'aime. Tu peux arriver à un niveau de fame où t'as plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Non, oui, mais il y a des moments dans ma... Quand je regarde des gens à la télé ou à la radio, ou des trucs, il y a des moments où je me sens frustré parce que
J'aimerais bien pouvoir faire de l'humour un peu plus universel, tu vois, qui est moins lié aux langues et moins lié à ce truc de bilinguisme, entre guillemets. Mais après, quand je vois certaines émissions et tout ça, je dis, mais de toute façon, c'est impossible. Je peux pas, parce que... C'est impossible. Enfin, c'est beaucoup moins facile à marketer, du coup. C'est même pas le marketing, c'est juste que je serais pas capable. Je vois des gens, des chroniqueurs à la radio, des chroniqueurs à la télé, et ils sont drôles, et je peux pas. En français, j'ai pas le skill set, j'ai pas les outils pour... C'est pas la même forme, ceci dit. Être sur scène et la chronique, c'est encore une autre manière d'écrire. Même sur scène, quand je vois des gens, des humoristes qui sont en train de tout niquer sur scène avec des blagues vraiment grand public, je me dis, ouais, j'en ai écrit 2-3 blagues comme ça, mais c'est juste... après, je me dis, bon, c'est pas mon délire. Mais je sais pas, j'ai toujours... je crois que c'est un problème psychologique que j'ai depuis que je suis jeune, que j'ai toujours eu envie d'appartenir à un groupe. Et j'ai jamais appartenu à rien. Et j'appartiens toujours à rien, parce que dès qu'on parle de la scène stand-up française, je suis jamais inclus dans le truc parce que je suis pas français. Dans ma tête, tu es inclus, Paul Taylor. Ouais, merci. Mais c'est parce que on a commencé ensemble, et puis tu joues en anglais aussi. Mais je sais pas, il y a toujours forcément. T'as pas forcément envie de faire partie d'un club, hein, faire partie d'un groupe, j'ai jamais trouvé que c'était une super idée. Il y a toujours un moment où ce groupe implose, où il te rejette parce que t'as pas été exactement comme il fallait à ce moment-là. Vaut mieux créer ton propre groupe. Ouais, ou même juste être quelqu'un qui peut un peu rentrer dans tous les groupes, mais sans être vraiment dedans, tu vois. T'es pas obligé de faire partie d'une clique, forcément. C'est plus vraiment le lycée, on s'en fout, quoi. Oui, non, c'est vrai. Mais dans le milieu, c'est... Je sais pas, il y a des moments où je suis hyper content, et il y a des moments où, je sais pas, ça me frustre. Ça, c'est des hauts et des bas que de toute façon, tu peux pas vraiment. Je pense que même un mec très connu, parfois, il va prendre un four quelque part dans un comedy club et ça va remettre toute sa vie en question. Genre, putain, en fait, quand ils me connaissent pas, je suis une merde. Du coup, moi, quand je t'ai connu, parce qu'il y a eu une phase où tu bossais encore chez Apple et tu faisais. Tu parlais déjà en public, il me semble, tu faisais des conférences. Ouais, c'était ça, j'étais formateur. Donc en gros, quand tu vas dans un Apple Store, il y a des employés, et ces employés-là, ils sont formés par d'autres employés d'autres magasins. Et en gros, moi, je formais les formateurs, en fait. D'accord. Donc plusieurs fois par année, on se retrouvait aux États-Unis, au QG. Et en gros, mon boulot, j'ai commencé par être le formateur des employés dans les magasins. Donc quasiment tous les Apple Store en France et en Espagne, je les ai ouverts. J'étais le formateur initial de ces magasins-là, dans le sens où il y a 70 personnes qui sont là pendant 2 semaines pour apprendre la boîte, pour apprendre les procédures, pour apprendre tout ça. Et puis c'était moi le con à l'hôtel qui devant les 70 personnes qui expliquait tout ça. Ça ressemble déjà à une forme de stand-up. Enfin, il y a déjà tous les éléments. Donc je sais pas si tu faisais des vannes de temps en temps sur les produits et tout. Parce que les formations duraient 2 semaines. 7 heures par jour. T'as le même public pendant 2 semaines. En fait. C'est comme un prof, quoi. Mais et franchement, c'était la seule manière de un peu de garder de l'énergie et puis que ça soit pas chiant. C'est à chaque fois professionnellement que tu dis oui, j'ai une formation, tu fais oh mon dieu. Et donc du coup, c'était inconsciemment, je commençais, j'ai ajouté des blagues et tout ça, et donc je me suis dit c'est assez cool. Donc et en plus, comme je faisais ça un peu partout dans le monde. À chaque fois que j'allais aux États-Unis, j'allais dans des coins des fois perdus aux États-Unis, je tapais open mic fucking New Hampshire où j'étais, et tu te retrouves dans un bar mais vraiment dégueulasse où tu fais une scène ouverte avec des humoristes qui sont à chier, toi inclus, et t'apprends à vraiment bider fort mais dur aux États-Unis. Et où tu fais des open mic où je me souviens j'étais à Washington et je suis arrivé à la scène au bar, et il y avait une queue de genre 60 personnes. Je me dis ça va être une bonne soirée, c'est trop bien. Les 60 personnes, c'était des humoristes qui faisaient la queue pour savoir s'ils jouaient le soir ou pas, parce que du coup il y a une personne à l'entrée qui fait toi oui, toi non, toi oui, toi non, je t'ai vu la semaine dernière donc non, et en fait sur les 60 il y en avait 15 ou 20 qui passaient. Et donc le show il durait 2h30, t'avais 5 minutes. Moi j'étais coopté parce que comme j'étais là pendant une semaine. Qu'est-ce que tu racontais à l'époque aux États-Unis? Qu'est-ce que je racontais? Je racontais
C'était le début de mon sketch qui s'est retrouvé dans mon premier spectacle sur le fait que il savait pas prononcer mon nom chez Starbucks et puis la nana adorait mon accent et puis j'arrivais, je suis like, oh my god, so cute. Genre pour un anglais c'est bizarre parce que notre accent il est pas vraiment cute pour nous. Mais aux États-Unis, tu vas là-bas, tu ouvres ta bouche en tant qu'anglais, c'est fini. Même en tant que français. Il faut être au claquis. Toi-même, tu as une blague là-dessus, sur ton accent que tu n'as pas. Parce que moi, ça m'arrache les oreilles, en fait. Tu as cet accent, mais eux, apparemment, ils trouvent que c'est. Ouais. Limite, j'aurais dû garder cet accent et jamais apprendre à parler anglais correctement. Et mais en fait, dès que tu as un accent qui n'est pas le leur, ils adorent ça. Hello. Genre, oh my god, so cute, oh my god. Et t'as pas fait des conférences où genre t'as vraiment cartonné, genre t'as fait des vannes et genre, ouais, tu sais, genre tu t'es senti porté et tu te dis putain, je pourrais vraiment faire ça professionnellement plutôt que de parler des magasins et des produits. T'as pas eu des gros kills, genre t'as fait une vanne, tout le monde a rigolé. Ouais, oui, c'est arrivé. Ouais. Je me souviens le magasin d'opéra, la formation, on était 200. Ouais. Donc il y avait 200 personnes dans une grande salle au CNIT à la Défense et c'était vraiment là quand tu as 200 personnes et puis du coup je sais pas, tu fais une blague, je me rappelle même plus les blagues que je faisais en fait, mais quand ça rigolait bien déjà il y avait une bonne énergie dans la salle parce que du coup on venait et puis on faisait un peu des jeux de teamwork building, je sais pas comment t'appelles ça, team building. Tu sais, des activités, des trucs comme ça. J'ai vu les documentaires là-dessus, mais c'est genre, c'est le truc où tu te laisses tomber et puis tu dois faire confiance à tes collègues. Non, ouais, un peu, oui, ouais, mais des trucs un peu plus marrants, quoi. Ouais. Genre, il y avait des trucs où on faisait on dit ça des charades, le truc charades, le truc où tu mimes un film, où tu mimes. Oui, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas comment on appelle ça. Bref, il y avait des trucs assez drôle. Donc bref, l'énergie était bonne et donc les gens ils étaient prêts à rire de toute façon, mais c'était pas. J'étais jamais là en train de dire ça c'est une bonne blague pour plus tard. Mais c'est pas ça qui a allumé l'étincelle de j'ai envie de faire ça. Non, c'était bien avant. Je crois que j'avais peut-être 18 ans et je regardais un stand-upper anglais qui s'appelle Lee Evans et il jouait au O2 Arena à Londres, donc c'est 20 000 places. C'était son DVD en gros, où tout le monde à l'époque filmait leur DVD, c'était le même endroit. Et c'était juste l'ampleur, enfin je sais pas, il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai regardé ça. Déjà c'était hyper drôle, mais aussi, je sais pas, il y avait un truc de j'ai envie de faire ça un jour. Ouais. Ce serait cool un jour si je faisais ça. Et après j'ai essayé quelques scènes ouvertes à Londres avant de déménager en France. Et ensuite, une fois que je suis venu ici, ça m'a pris 3 ans de remonter sur scène parce que le boulot avait trop pris. Moi, je me souviens que tu avais disparu pendant quasiment 1 an et qu'à un moment, tu es revenu et tu étais en mode. Tu avais pris la décision dans ta tête d'arrêter Apple et de commencer le spectacle, mais c'était tellement incertain et tu étais tellement genre. Tu quittais un job genre, qui payait bien pour te jeter dans l'inconnu que. Il me semble avoir un moment, genre, il me semble t'avoir fait un câlin et t'avoir dit je crois en toi. Si t'avais l'air en panique, genre j'ai pris la pire décision de ma vie, ma femme va me quitter. Dans le film, il y a la musique et tout. La biopic de Paul Taylor. Parce que moi j'ai pas eu cette situation et moi je viens de l'échec, donc j'ai pas. Enfin, tu vois, ça aurait forcément. En gros, il y a des gens qui quittent leur métier, qui payent bien, que ça soit avocat ou ce que tu faisais ou. J'allais dire prof, mais ça paye pas bien. Mais tu vois, un métier à peu près stable. Pour faire ça, moi, j'ai jamais été dans cette situation-là et je sais pas si j'aurais eu ce courage-là, justement, tu vois, de me jeter à ce point-là. Donc, ça devait être un truc qui brûlait vraiment en toi parce que. Ouais, je crois. C'était aussi juste la peur de regretter quand j'étais plus vieux, tu vois, de dire parce que j'aurais pu rester chez Apple. Il y avait aucune raison de quitter en fait. Et je crois que je sais pas, je sais pas s'il y avait vraiment un déclencheur, mais je sais que, en fait, il y avait octobre 2011. C'était un mois assez intense dans le sens où Steve Jobs meurt. Donc, moi, je bossais chez Apple et puis on était en pleine conférence et tout ça. Puis on a eu l'annonce, etc. C'était une époque très bizarre pour nous en tant qu'employés. Je commençais à lire sa biographie qui est sortie prématurément. Enfin, après, il était censé sortir, je crois, 1 an plus tard. Anyway.
je commençais à lire sa biographie et je crois que j'avais 24 ans à l'époque. Et je lisais des trucs, genre à mon âge, à 24 ans, il avait déjà créé la boîte et tout ça. À son âge, il a créé la boîte pour laquelle moi je suis en train de travailler. Donc ça m'a fait. Et 2 semaines plus tard, le père de ma femme est mort. Ouais. Et c'était, je crois, une combinaison de la vie elle est courte. Qu'est-ce que je fous dans ce métier-là? Après, ça a pris. Donc j'ai commencé le stand-up en 2013, Ouais. même si j'avais fait quelques scènes en Angleterre en 2009, mais je dis vraiment 2013. Donc ça a pris 1 an et demi. Après, il fallait qu'on gère la mort du père de ma femme. On a dû vider son appartement, etc. Ça a pris 1 an avant que je monte sur scène. Et je crois que c'était ce truc faut que j'essaye de faire un truc pour moi-même, de moi-même et monter un truc à moi plutôt que travailler pour quelqu'un. Et j'avais une citation que j'avais téléchargée sur mon téléphone. Ouais. Et la citation, c'était quelque chose genre You should try and follow your dreams because if you don't, you'll end up working for somebody else who is. Ouais. Genre, faut suivre tes rêves parce que sinon tu vas finir par travailler pour quelqu'un d'autre qui... Ouais, tu bosses pour accomplir le rêve de quelqu'un d'autre. C'est ça. Et donc c'était ça un peu ce moment qui a duré 2 ans et demi, de me dire ok, je vais me lancer. J'ai commencé et puis au bout de 2 ans et demi, je voyais qu'il y avait un plafond à pas être à Paris tout le temps parce que j'étais en vrai sur l'année, si tu comptais tous les jours, j'étais 6 mois pas à Paris et 6 mois à Paris avec le boulot. Et je voyais que si je voulais que ça devienne plus que 10 minutes sur scène et accéder à d'autres scènes plus importantes ou commencer à créer un spectacle et pouvoir jouer, il fallait que je prenne la décision de dédier 100% de mon temps là-dessus. Donc je me suis donné, en vrai, je me suis donné 3 ans. Je me suis dit, ok, cool, je vais quitter mon boulot. Si au bout de 3 ans, je gagne pas un SMIC, j'oublie. Mais ça arrivait assez vite finalement, du coup. Ça a pris même moins d'1 an, il me semble. C'est quand j'ai quitté, c'était mai 2015 et la vidéo de la bise qui a buzzé, c'était en janvier 2016. Donc c'était 6 mois plus tard. Et mon spectacle a commencé en janvier 2016 aussi. Toi, tu as dû découvrir l'humour français alors à un moment, parce qu'en gros, pour resituer d'où tu viens exactement, j'ai un peu oublié. Toi, tu viens du Royaume-Uni, on est d'accord? Je suis incapable de dire de quel coin. Sud-est de l'Angleterre. C'est quoi ça comme la ville, c'est Canterbury. Ah d'accord, il me semble avoir passé un week-end avec mes grands-parents. Tous les Français qui sont à Paris ou plus nord que Paris connaissent Canterbury, parce que c'est là où tout le monde fait leurs échanges scolaires. Tu n'avais aucune base de la culture française, genre tu ne connais rien du tout quoi. Non, même si j'ai vécu 5 ans quand j'étais petit. Ouais. Donc, Quand je suis entre 5 et 9 ans, j'étais en France. D'accord. Et à cet âge-là, il n'y a pas de culte. Enfin, c'est Power Rangers. C'est les années, les années 90. Ouais, c'était jeux vidéo Sega, Mega Drive, Sonic et c'est tout en fait. Donc, j'avais pas du tout conscience de la culture française et j'en ai toujours pas forcément conscience avant 2009. Ouais. Je suis arrivé en 2009, donc j'ai à peu près les références depuis 2009. Mais tout ce qui est référence avant 2009, je sais pas qui est qui, je sais pas, j'ai aucune idée. C'est-à-dire que quand tu as commencé l'humour, tu t'es pas dit on va faire de l'humour en France, donc on va regarder les humoristes français, on va voir ce que ça donne. Non, non. Pas parce que je voulais pas, je me suis dit l'humour français c'est de la merde, c'est juste que en essayant de regarder des trucs, tu vois, ma femme elle avait dit Coluche, Legend, regarde un peu ce qu'il fait. Quand tu regardes pour la première fois en 2013 Coluche, c'est pas marrant. C'est marrant quand tu le re-regardes en 2013 parce que tu l'as vu dans le contexte. Ou même les films, tu vois, les Bronzés, les trucs comme ça, les trucs vraiment cultes français. Comme je les ai pas regardés quand j'étais gosse, et la première fois que je les regarde, j'ai 23 ans. Et ça date d'il y a 23 ans. C'est comme si tu montres à un enfant les tout premiers Star Wars, il va te faire maintenant il y a quand même c'est exactement beaucoup ça. mieux après. Quoi, non, je dirais plus si tu regardes, c'est plus quand ma femme elle avait jamais regardé Star Wars et un jour elle a dit pourquoi pas. Donc on a commencé avec les premiers et elle a trouvé ça vraiment nul. Parce qu'elle les a pas vus. Quand t'es enfant, tout passe en fait. Parce que tu connais pas la technologie, t'en as aucune idée. Donc du coup, je crois que même un enfant qui est né en 2020, s'il commence à regarder les premiers Star Wars en 2024 quand il a 4 ans, il va aimer quand même.
Au niveau des effets visuels, ça ressemble ça va de plus en plus ressembler à un film de série Z au fur et à mesure qu'ils en font des meilleurs et tu sais que ma génération a détesté la trilogie d'après et finalement les gens qui étaient vraiment enfants à l'époque, les gars, ou même les enfants de maintenant, ils préfèrent ces films-là. Donc ça dépend beaucoup de ce que tu as vu dans ton enfance, j'imagine. Et c'est vrai que moi j'étais fan de ça quand j'avais, je sais pas, 8, 9, 10 ans, j'étais fan de genre Coluche et tout. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Si un anglo-saxon arrive en France, c'est qu'on lui dit vas-y, il y a quoi en humour et qu'on lui dit il y a Coluche, c'est impossible qu'il trouve ça bien en fait. Par rapport à. Il y a un choc de culture. C'est ça en fait. C'est aussi le fait que ce type d'humour à l'époque, je parle pas du stand-up, mais juste en général le sketch et tout ça, c'est tellement culturellement spécifique que si tu connais pas la culture, tu peux pas avoir ça. Mais en stand-up, je dirais, tu vois, par exemple, un Anglais qui vient en France maintenant et tu lui montres Fari sous-titré en anglais sur Netflix. Je crois qu'il fait il est quand même drôle, c'est quand même bien. Tout ce qui est stand-up, je crois que ou des chroniqueurs à la radio, à la télé, je crois que ça passe. Mais c'est plutôt l'humour des années 90-2000. Ça a changé. En fait, c'est comme si un Français irait regarder en Angleterre, pas Monty Python, parce que ça avait pas mal marché en France. Parce que c'est bien. Non, pas du tout. Du coup, ça a vieilli mieux parce que c'est des gens. Non, parce que même moi, je trouve ça nul. Parce que je suis pas de la génération. Ouais, je suis pas de la bonne génération. Si j'avais 20 ans de moins, plus, pardon, j'apprécierais, mais j'ai jamais vraiment. Mais une autre. Je sais pas, une émission comme Fawlty Towers, c'est un autre truc avec John Cleese. Là, tu regardes ça maintenant en tant que Français, même en tant qu'Anglais, tu fais mais c'est quoi ça en fait? Donc c'est. Donc t'avais aucune référence de comment être sur scène basé sur. Moi, non, mais j'ai pas cherché à être. En fait, j'ai cherché à être moi-même, mais évidemment inspiré de mes humoristes préférés à l'époque. Et du stand-up que je connaissais ok, on fait des blagues comme ça, on raconte notre propre vie, c'est ça le stand-up en fait. Donc j'ai pas. Donc t'as découvert finalement l'humour français, à part les quelques vidéos de Coluche que t'avais regardées, t'as découvert ça en faisant toi-même du stand-up et en rencontrant les autres gens sur les. Je sais même pas si j'ai découvert l'humour français, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Parce que. Tu penses pas qu'il y a une culture un peu derrière et que c'est fait d'une certaine manière? En termes de stand-up, pour moi c'est pareil qu'en Angleterre, aux États-Unis. C'est juste, l'analogie que j'utilise souvent, c'est que comme ça existe depuis 15 ans, enfin, en vrai, la culture de stand-up existe depuis moins de 5 ans en France. La culture il y a des comedy clubs, on fait ça. La vraie culture, ce serait déjà on vole pas des blagues et les prédateurs sexuels, ils montent plus sur scène pendant un certain temps, tu vois. Mais... Oui, mais... mais déjà, je vois très bien ce que tu veux dire, effectivement. Dans le sens où en fait... Ça existe, on va dire, depuis 10 ans. Aux États-Unis et en Angleterre, ça existe depuis plusieurs décennies. Et j'ai l'impression que quand je vois du stand-up dans les comedy clubs en France, il y a beaucoup de choses où je vois où je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà vu, où c'est le niveau 1 de la blague possible. Et c'est comme parler à un gamin qui a 10 ans. Son vocabulaire, il est moins important, il n'a pas appris forcément tout ce qu'il y a à apprendre dans la vie. Lorsque tu écoutes un stand-upper américain, que déjà le mec, lui, il a 40 ans, et le stand-up existe depuis 70 ans, et donc du coup, tu as l'impression d'avoir de la sagesse qui arrive, comme si tu parlais à un grand-père en fait. Ou un grand-parent. Il y a assez peu de stand-uppers qui ont un peu plus de 35 ans. Il y a un certain nombre d'exemples, mais c'est pas la majorité que tu vas croiser dans les soirées, quoi. Non, c'est ça. J'avais entendu quelqu'un sur scène l'autre jour, et la blague c'était vous pensez pas que les gars qui créent des groupes WhatsApp, c'est des gros fils de pute? Et c'était tout. Il n'y avait pas de suite en fait. C'était la blague, c'était le truc. Je dis mais where's the joke? Enfin, trouve. Je vois très bien ce que tu décris. C'est un bon angle, mais rentre. Enfin, je sais pas moi. Il faut développer un peu. Attends, mon casque est merdique. Je vais l'enlever parce que je n'entends plus. Du coup, donc, en gros, oui, c'est vrai qu'il y a quelques années, tu pouvais
tu pouvais juste avoir un rire en disant, tu sais, des trucs de l'actu. Comme Dominique Strauss-Kahn, il n'y avait pas forcément la vanne, tu vois, où tu pouvais, lui, c'est un gros PD, et tout le monde disait, ouais, c'est vrai, tu vois. Du coup, ça n'existe plus, enfin, ça va exister de moins en moins, je pense, ce genre de truc où c'est, au bout d'un moment, même le public va vouloir quelque chose d'un peu plus. Je crois, ouais, et c'est ça ouais, là où le vrai point de tout ça, c'est que le public, pour l'instant, entre guillemets, accepte ça parce que on l'a pas vraiment beaucoup entendu en France. Des blagues observationnelles de la vie par rapport aux États-Unis. Là, maintenant, aux États-Unis, si tu commences à parler de ouais, je suis dans un groupe chat, le gars il fait Jesus Christ, non, ouais, I'm on on s'en Tinder. fout. Ouais, c'est du hack material en vrai. Ouais, les vannes sur les applis. Si tu arrives à trouver un angle vraiment exceptionnel, et c'est ce qu'ils font là-bas, mais ici, on n'a pas encore eu cette culture de stand-up qui a été répartie dans tu vois, en fait, si tu dis le mot stand-up dans une petite ville quelque part en France, personne ne sait ce que c'est. Ils vont te dire, souvent ils te répondent, ah ouais, mais moi j'aime pas l'humour communautaire. C'est ça. Et en fait, dans les grandes villes et à Paris, c'est pas un problème vraiment, mais du coup, on n'a pas encore eu une explosion. Il n'y a aucune émission prime time télé française pas cryptée qui montre du stand-up. Non, et finalement, c'est il y a le Marrakech du rire, mais la moitié du Marrakech du rire, c'est pas du stand-up. C'est du sketch ou des anciennes générations, genre des réhabitants qui font pas du stand-up, en fait. Et donc, du coup, c'est pas un... Il faut en fait, ce que je dis depuis tout le temps, il faut une émission qui est sur TF1 un samedi soir à 20h où tu fais un showcase dans un vrai beau théâtre à Paris ou à Bordeaux ou dans une grande ville française avec des gens qui parlent aux Français pour les Français. Parce que Marrakech, le truc compliqué, c'est que tu sais que devant toi, tu as 3000 Marocains. Tu savais pas, toi? T'as fait le Marrakech. Et j'ai mangé une merde. Ah, raconte-moi, moi je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi, quelle année? Le problème, c'est que 1, je suis anglais, 2, je suis blanc, et 3, je connais pas. Tu es roux. Je suis roux, je suis un peu gros, et je connais aucunement la culture maghrébine parce que c'est pas dans la culture anglaise en fait. On connaît pas, on sait que ça existe évidemment, mais on connaît pas. La culture comme vous. Oui, parce que c'est pas la même vague d'immigration et que du coup c'est nous c'est l'Inde, Pakistan et tout Jamaïque aussi, non Jamaïque aussi. Jamaïque, ouais. Et donc du coup, j'arrive avec tout ça et je sais pas quoi raconter et je sais que c'est ma première grosse télé en France. Ouais. Donc je sais que je suis obligé de faire le truc de l'accent parce que personne me connaît. Mais dans ta tête, les gens ils disent de M6, ils font non mais t'inquiète, tu joues pour le public à la maison. Ben non connard, parce que en fait il y a 3000 personnes devant moi. Et s'ils rigolent pas, moi je passe un très mauvais moment sur scène. C'est pas juste je bloque les oreilles et je fais les. joue comme si... Les blancs à la maison, comment ça se passe, tu vois? Et tu laisses des pauses pour des rires qu'il n'y a pas, joue comme si t'étais en train de cartonner. Et t'es là genre ouais, je suis trop fort. Mais heureusement avec le montage, ça passe. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment dur. C'est enregistré. Tu fais 2 soirs. Tu fais je crois le vendredi et le samedi. Ils filment les deux et ensuite. Ils prennent le meilleur des deux. Et donc, le premier soir, c'était un bide monumental. Ouais. C'était vraiment une des pires scènes de ma vie. La pire scène. Ouais, c'est même pas une des pires, c'était la pire. C'est parce qu'en plus, tu sais que tu le sens. C'est-à-dire que sur scène, tu sens que ça marche pas. Ouais. Et tu sens au bout de la première 2 phrases où normalement, dans les comedy clubs à Paris, tu as un rire. Là, tu n'as pas de rire. Tu fais oh shit. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, bon, il y a des caméras. C'est en direct ou pas? Non. Donc, premier soir, nul. Je rentre, il y a une grosse soirée après. Moi, je rentre à la maison déprimé et énervé sur moi-même que j'ai pas réussi à ça faisait, je sais pas, ça faisait 3-4 ans que j'étais dans les plateaux à Paris et j'avais trouvé 7 minutes qui cartonnaient, qui fonctionnaient. Mais là, devant ce public-là... It makes me shit. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, crickets. Tu t'es pas fait huer quoi, siffler? Non. Non, et en plus, comme c'est en plein air, t'entends pas vraiment. Je crois que ça s'est moins mal passé de ce que je pense. Ouais. Mais j'étais énervé et j'étais triste et ça m'a énervé. Parce que je me dis, putain, c'était un gros truc, quoi. Et donc, j'ai travaillé comme un malade, j'ai répété, j'ai essayé
changé quelques blagues et tu sais, je me suis auto-pump dans la chambre d'hôtel. T'as fait du Ouais, shadowbox. Ouais. Et la journée après, il y avait des activités planifiées parce qu'ils aiment bien recevoir. Mais moi, j'étais genre, I don't give a shit. I need to do well on stage. Pas faire du canyoning, non, c'est pas vraiment au Maroc. Et deuxième soir, pareil. C'était. Donc le deuxième soir, ça n'a pas pris non plus. Le deuxième soir, j'ai juste pas réussi à parler à ce public. Est-ce que la deuxième fois, tu sors de scène, genre. Genre, bon, bah, enfin, t'es plus surpris comme la première fois où t'as dû te faire genre. Au bout de la deuxième blague, encore quand ça fonctionne pas, en fait, tu lâches, tu fais fuck, ouais. I'm never gonna. It's just not my audience. Tu sais, il y a des fois où tu dis, ouais, il faut jamais blâmer le public parce que. Ouais, en fait, non. C'est la théorie, c'est-à-dire que si tu fais du stand-up depuis pas longtemps et qu'à chaque fois tu dis que c'est la faute du public, tu vas pas progresser. Ceci dit, sur 100 passages, il y a peut-être une fois, peut-être sur juste une blague, hein, parfois. Enfin, c'est pas jamais de la faute du public, c'est juste que c'est un mauvais réflexe à avoir de toujours remettre ça sur le public parce qu'il vaut mieux. Après, si t'arrives à jamais faire rire aucun public, c'est toi le problème en fait. Ou alors, ou juste faire rire un type de public en particulier. À ce moment-là, market pour eux et va pas jouer ailleurs. Quoi, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu mon truc. J'arrive à faire rire. Parce que j'ai pas envie de faire le même sketch d'il y a 5 ans qui marchait bien pour un public français parce que je me dis, tout le monde l'a déjà vu, etc. Mais en vrai, j'avais trouvé 10 minutes qui fonctionnaient bien et le spectacle au complet fonctionnait bien pour le public qui venait me voir. Donc en fait, si les gens ils avaient vu ma série et ils avaient bien aimé, donc ils sont venus voir le spectacle, c'était le même délire. Je suis anglais, j'habite en France et je raconte ça en fait. Et que je continue à raconter maintenant, mais j'ai une fille, donc il y a plus de trucs de paternité aussi maintenant qui sont assez intéressants, mais il y a toujours ce truc de culture, etc. Donc si t'es pas intéressé par ça, tu vas pas aimer ce que je fais et tu vas trouver ça nul. Comme les 3000 personnes à Marrakech, c'est difficile c'est comme si un Marocain venait en Angleterre et faisait... les vannes sur une culture non, qu'ils attends, connaissent pas, quoi. pire, je vais faire c'est comme un Marocain qui allait aux États-Unis et qui parlait de comment c'est difficile la vie en Angleterre. Oui, donc, c'est ça, d'accord. Tu vois, je monte à Marrakech et je dis, je suis anglais, j'habite en France. En France, même si les Marocains, ils ont quand même une bonne culture de la France, c'est pas leur culture, en fait. Et donc, du coup, moi, je suis en train de raconter, moi, une autre culture, comment je gère dans une nouvelle culture qui est toujours pas la culture des gens devant moi. What did you expect? Déjà, si moi, je vais aux États-Unis et que je parle de mon expérience en France, tout le monde s'en fout, tu vois ce que je veux dire? Un peu. Mais c'est comme si tu allais aux États-Unis et tu parlais de ton expérience en Suisse. C'est encore moins relevant. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, tu as fait un spectacle entier pendant 2 ans, c'est ça? 3. Ouais. Et moi, donc quand on a fait le podcast qu'on n'a pas pu sortir pour un problème de son, bref, t'étais sur d'alcool. Oui, bon, ça. Du coup, j'ai même pas pu vraiment écouter ce qu'on avait dit parce que le son il était un peu fucked up. Il y avait des coupures et tout. Et bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, à ce moment-là, tu étais sur le point ou en train de travailler ton deuxième spectacle. Il me semble que tu l'as lancé. Moi, j'ai fait la première partie sur un bateau. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc j'ai commencé le deuxième je l'ai rodé en août de l'année dernière. Pendant 1 mois au point virgule. Et ensuite, je l'ai commencé en octobre pour de vrai. Octobre, novembre, décembre, j'ai fait 3 mois au Flow. Et ensuite, début de tournée, janvier, février et début mars. Et ensuite, ça a été coupé. Et là, je reprends à l'Européen en octobre. Là. Trop bien. Parce qu'il me semblait que tu avais l'air d'avoir des difficultés ou des doutes en tout cas sur est-ce qu'il est aussi bien que le premier? Est-ce que je dois encore parler de peut-être british ou pas? Bon, moi, il me semble que tout s'est bien passé finalement. C'était plus. Ça s'est bien passé, mais mais même maintenant, parce que là, comme je reprends, ça fait 6 mois que je n'ai pas joué. Il y a 2-3 jours, j'ai réécouté sur mon téléphone un enregistrement de Bordeaux, juste avant le confinement. Et j'avais envie de me tuer en fait. C'est quoi? C'est le rythme? C'est tout, c'est les blagues, c'est tout. J'aime pas ça en fait. Mais c'est juste parce que j'aime pas, me réécouter. Donc j'ai horreur déjà de ça. Et de 2, je sais pas, c'est... En fait, l'avantage qu'on a en France par rapport à d'autres pays, c'est que tu peux faire un spectacle et tu peux le tourner avec relativement très peu d'expérience.
Ouais. Dans le sens où, au bout de 3 ans, tu peux avoir un spectacle que tu tournes et que tu remplis des salles de 300 places. Oui. Et ça, c'est ouf. Parce que dans les pays anglophones, c'est pas au bout de 15 ans, peut-être, tu peux faire ça. Mais l'inconvénient, c'est que ça devient assez vite facile de jouer pour ton public, entre guillemets. Si tu as trouvé une communauté en ligne avec des vidéos, des capsules ou des chroniques ou peu importe, et tu as une communauté en ligne, c'est très vite facile de remplir une salle après. De dire « Hey les gars, je fais mon spectacle. » Il y a 80 personnes qui viennent le lendemain. Sauf que ces 90 personnes-là, c'est les gens qui te connaissent, qui t'apprécient. Et donc, ce que tu racontes va forcément les faire rire. Et donc, du coup, c'est très vite facile de tomber dans ce truc de « Ah bah ça marche bien, c'est cool, le spectacle, il est bien. » Et surtout, quand tu le joues 3 fois par semaine, tu es tellement dedans que tu n'as pas vraiment de perspective. Tu écoutes les rires, tu dis « Ouais, ça se passe bien. Ah, aujourd'hui, un peu moins bien. Le lendemain, très bien, c'est cool. » Mais là, après 6 mois de rien, de même pas l'écouter, de même pas penser à ces blagues-là, de réécouter le truc, je me suis dit « Oh, Jesus !» Donc ouais, c'est. Après, peut-être que je me doute trop et je sais que c'est le cas parce que tout le monde me dit non, mais t'inquiète, il est génial, c'est bien. En gros, t'as l'impression que les gens viennent te voir plus en vrai que écouter ce que t'as à dire à ce stade. C'est-à-dire qu'une fois que les gens t'ont vu sur Internet, ils disent on va voir Paul Taylor, on va juste le regarder et le regarder nous crier dessus genre sur les Français. Et, est-ce que tu penses que c'est ça vraiment que les gens veulent à ce stade? Que si tu faisais un spectacle entier sur. Enfin, je sais même pas si tu pourrais vraiment faire un spectacle entier où tu parlerais pas de toute façon de la différence et du côté poisson hors de l'eau, tu vois, le fait que tu sois pas vraiment à ta place, même si tu brandais pas ça comme ça, que tu essayes pas d'en parler, il y aura forcément des différences où même en essayant de parler d'un sujet, à un moment tu vas te dire oui parce que je connais pas ça parce que j'ai grandi ailleurs. Donc, de toute façon ça fera toujours partie de ton identité. Et toi t'aurais envie de pouvoir parler d'autre chose sans être obligé de dire je suis anglais, des fois, les Français c'est comme ça. Je sais pas si j'ai envie d'en parler, mais des fois j'écoute des collègues qui font des bonnes blagues sur un truc, sur un thème, et je dis oh le bat, enfin c'est tellement drôle, putain comment j'aurais tellement aimé trouver cette blague là ou cette idée là, mais ouais je sais pas, oui et non. Dans le sens où, non, parce que c'est ma marque de fabrique et donc du coup, je gagne ma vie en faisant ça et puis les gens ils viennent me voir et c'est cool. Il y a toujours le stress de dire est-ce que les gens est-ce qu'ils m'ont oublié, est-ce que là pour refaire relancer le spectacle après 6 mois c'est dur, c'est les gens comme je suis pas vraiment actif là, j'ai pas de truc qui sort, enfin il y a pas de lui ok on va, donc c'est un peu difficile, mais après donc non, j'ai pas envie de je sais pas ce que j'ai envie en fait. C'est tellement normalement avec 6 mois off et 3 mois de confinement, tu dis t'as eu le temps de réfléchir. Bah non, parce que j'ai un bébé à la maison et donc du coup t'as 0 minute puis tout le monde, enfin c'est connu comme idée que tout le monde pendant le confinement s'est dit je vais apprendre ça, je vais faire ça, je vais résoudre ça dans ma vie, et qu'en fait on s'est tous branlé les couilles je pense. Je crois que si j'étais célibataire pendant le confinement, au moins j'aurais eu du temps pour réfléchir à ma vie et ce que j'en vis. Mais il y a des moments où je me dis, peut-être pour contrer ce problème, il faudrait que j'aille en Angleterre et jouer dans des comedy clubs incognito, tu vois, que personne ne me connaisse là-bas et que je suis un Anglais, je suis blanc, hétérosexuel, je suis un mec de classe moyenne. Mais en fait, il faut trouver un truc. Je crois que c'est assez difficile de juste trouver des blagues sur des trucs de tous les jours que tout le monde pourrait trouver. Ça peut être aussi une manière d'être ou une voix ou une présence qui fait qu'on te remarque. C'est pas obligé d'être forcément dans tes thèmes, tu vois. Non, tu vois, un exemple parfait de ça, c'est un humoriste anglais qui s'appelle Michael McIntyre. Il vient de sortir son premier truc sur Netflix, parce qu'il n'était jamais sur Netflix avant. Mais c'est un humoriste qui, je crois que ça doit être l'humoriste qui remplit le plus au monde entier, plus que tous les Américains. En termes de billetterie, mais c'est que en Angleterre en vrai, parce que il est très anglais, mais il remplit le O2 là que je disais tout à l'heure, c'est 20 000 places, il a fait je crois 14 dates de suite c'est 14 Bercy. C'est le Robbie Williams il y a des trucs qui marchent que en Angleterre, hein. C'est ça.
Je sais pas, je sais plus si les Oasis et Blur, ils avaient réussi à percer aux États-Unis. Mais toi, t'as l'impression qu'ils sont mondialement connus. En fait, c'est des marchés dans lesquels il faut percer. Ouais. Et peut-être que. Bah, l'Europe, ça a bien marché pour la musique anglaise. Mais bref, lui, il a ses thèmes. Il a fait là dans son nouveau, il y a des blagues où il parle du CAPTCHA, genre quand tu mets ton mot de passe et je suis pas un robot et il faut cliquer sur le devanture de magasin. Il dit mais on est où aux États-Unis? C'est quoi cette ville aux États-Unis où ils ont pris les photos? Et qu'est-ce que tu fais si le truc il dépasse un petit peu? Est-ce que tu vois, c'est des trucs de base en fait, entre guillemets, c'est des thèmes banals de toute la vie, toujours. C'est tout ce qu'il fait depuis le début. Et il cartonne, mais c'est parce qu'il a une identité, il a une voix, il a un physique sur scène. Parce que c'est ça qui rend le truc. Ça peut aller au-delà de l'expérience un anglais en France, tu vois, ça peut, ou d'un anglais tout court, ça peut être aussi ta propre manière de. Tu sais, ta propre rage sur une certaine. Tu vois, une certaine. Enfin, tu vois, quand tu regardes Bill Burr, il a sa manière de parler, sa manière d'être, et ensuite, il va prendre chaque sujet et appliquer ça. C'est ça. Sur le sujet, tu vois. Ouais, oui, je comprends. Il se force pas à parler d'un truc en particulier, même s'il a des thèmes un peu récurrents. Mais c'est là que tu crées le. On peut vouloir t'écouter pour autre chose que il est anglais. Ça peut être. J'aime bien comment il pense, certaines idées qu'il a. Voilà, en tout cas, moi. Mais c'est juste que en français, j'ai du mal. Ouais. Parce que je trouve que j'ai pas de voix en français. J'ai juste une voix lambda. T'es censé la chercher. Je pense qu'on est à un des âges. Je sais pas quel âge t'as, 33, 32. Ouais, 30, j'ai 3. C'est finalement assez jeune pour un humoriste. Tu vois, dans le sens où c'est normal de pas trop avoir sa voix au bout de, je sais pas, on va dire 7, 8 ans. Ouais. Elle est forcément déjà un peu plus développée que quand t'as commencé. Oui. Et il faut des opinions déjà. C'est la blague de Rémi, je crois. Qui fait moi j'aimerais bien avoir des opinions en fait parce que moi j'écoute des gens et je suis d'accord avec la dernière personne, donc du coup je suis un peu pareil, mais oui effectivement, mais aussi le truc c'est que si j'ai une opinion sur un thème, je sais qu'il y a un chroniqueur ou un autre humoriste qui fait déjà ça, qui a déjà la même opinion que moi, et c'est genre ok, bah, qu'est-ce que je vais rajouter Je peux avoir la meilleure blague, hein, tout simplement, la meilleure blague ou la meilleure manière de le dire. Ou il y a aussi une manière d'être sur scène qui fait que ce mec-là est meilleur qu'un autre parce qu'il sait aussi être devant des gens et s'exprimer. C'est vrai. Et en plus, tu dis que tu n'as rien fait, mais moi, il me semble que tu as lancé un podcast pendant ce confinement. Oui, c'était. En fait, j'ai commencé à faire des lives sur YouTube tous les jours, où c'était happy hour à 17h ou 18h. Où tous les jours j'étais en live et je buvais une bière, je parlais avec les gens et au fur et à mesure c'est devenu des trucs où il y a une partie où je parle avec mon pote québécois, où on apprend un peu de québécois, cool. Des phrases québécoises, je demande aux gens leurs expressions préférées et puis j'essaye de les traduire dans la langue inverse, donc c'est devenu un truc et je l'ai fait, j'ai fait genre 70 épisodes de ce truc là et ensuite je suis parti en break et là je vais recommencer, et en fait au début c'était que sur YouTube et ensuite j'ai tenté de faire YouTube et Facebook en même temps utilisant un truc de restream, ça coûtait trop cher et puis ça m'énervait donc je l'ai pas fait, et après j'ai pensé à prendre juste l'audio en fait et rendre ça en podcast pour ceux qui peuvent pas se mettre devant YouTube pendant 1 heure mais qui ils prennent le métro tous les matins, ils peuvent écouter la version audio du truc, donc Est-ce que tu n'as pas lancé. Il me semblait que tu avais lancé un autre truc en anglais ou pas, avec une autre humoriste américaine qui s'appelle Sarah. Ah oui, j'avais fait un. Mais ça, c'est un truc un peu plus pro. C'est pour apprendre l'anglais ou un truc comme ça? Il y a Audible qui est à la base un site web de audiobook où tu écoutes les livres. Mais ils se lancent dans les programmes originaux. Et ils m'ont demandé de faire un cours d'anglais en fait. Parce qu'il y a énormément de gens qui utilisent Audible dans les pays où ça existe pour apprendre des langues, parce que t'écoutes pendant que tu vas au travail, et donc du coup moi je sais pas enseigner l'anglais, j'ai aucune idée comment fonctionne l'anglais en termes de grammaire et tout ça, je parle anglais mais je l'ai jamais étudié. Adjectif, donc, complément d'objet forget it, j'ai aucune idée. Et donc du coup j'ai appelé ma pote Sarah, ta pote, on la connaît, l'humoriste aussi.
Elle fait du prof. Putain. Elle fait prof. Elle a été prof d'anglais. Ouais. Elle est prof d'anglais et elle est marrante. Et donc du coup, à la base, on pensait que ça allait être un peu un podcast comme ça. Tu vois, l'idée c'était on va parler en anglais et puis. Mais en fait, c'est hyper monté. Et donc du coup, quand tu l'écoutes, ça fait pas podcast, ça fait. D'accord. C'est un programme. Mais c'est pas genre original. l'anglais appris par Paul Taylor et c'est genre toi qui gueule dans les écouteurs. Fucking hell, man! Fucking adjectives! Learn the fucking irregular verb! Mais je suis sûr que ça fera un carton en plus. Ouais. Bah, pas forcément pour les enfants, tu vois, s'il y a des gros mots, mais au moins, tu sais, pour les adultes qui veulent apprendre l'anglais. Oui, ouais, je crois, ouais. En fait, j'ai pensé à faire une série, une autre série vidéo pour YouTube. Ouais. Un peu sur ce truc-là, basé sur un de mes sketchs sur les anglicismes, où je raconte que le footing, ça n'existe pas. Nous, on dit jogging, mais vous, jogging, c'est le pantalon que tu mets pendant que tu fais du footing. Et donc, tous les mots ing en français n'existent pas en anglais, en fait. Vous les utilisez mal. Et j'avais une idée d'apprendre aux Français l'anglais en désapprenant l'anglais, que vous connaissiez déjà. Genre, footing, vous pensez que c'est un mot anglais? Non. Et à chaque épisode, avoir un peu une formule de. C'est bien, il y a des gens qui sont en train d'écouter ça, qui vont te voler ton concept. C'est une excellente idée de... Ouais, c'est pour ça que je l'annonce maintenant, comme ça, quand s'ils le volent, je dis en fait. Mais bon, après, qui va voler ça? Non, merci beaucoup en tout cas, Paul. On doit conclure. Je suis très content d'avoir pu t'avoir. It's been a pleasure. Enfin, avoir pu enregistrer un podcast qui va sortir, ça va être bien. Il sort quand? D'ici 2-3 semaines, je pense. D'accord. Voilà. Je ferai les 2-3 mois, ouais. En décembre. Joyeux Noël, tout le monde. C'était donc Laisse-moi finir avec Paul Taylor. À très bientôt.